j'ai vraiment découvert en fait le désarroi de ces femmes qu'on ménopause brutalement, et ça m'a fait prendre conscience de l'immensité de l'impact hormonal en fait. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Daphné, c'est la douceur. Daphné, c'est la souplesse. Daphné, c'est le cœur. Daphné, c'est la personne que j'ai choisie pour venir nous parler d'hormonothérapie. Ah, cette fameuse hormonothérapie, clé de voûte du traitement contre le cancer hormonodépendant. Elle nous protège des récidives, mais pourquoi ne l'aimons-nous pas ? Notre relation à cette petite pilule journalière s'apparente à une relation amoureuse très très compliquée. Je pars, je reste, je t'aime, je te déteste. Nous avons tellement de chances de pouvoir bénéficier de ce traitement anti-cancer. Mais que penser de cette chance quand elle se transforme en un véritable calvaire pour certaines ? Est-ce qu'on peut encore parler de chance ? Le sujet est très complexe et c'est pour cela que Daphné est là. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ce qu'on entend et dans tout ce qu'on vit. Elle est très touchée par le sujet. Elle est aussi très touchée par le fait de ménopauser brutalement ses patientes. C'est un sacré dilemme pour elle, mais comment résoudre ce dilemme entre exigence par rapport à ce traitement qui nous sauve et observance ? C'est la première fois que j'entends des propos aussi féminins, aussi bienveillants et déculpabilisants par rapport à cet hormonaux que nous devons prendre pendant 5 à 10 ans et qui nous donne l'impression que la route est encore très longue et parfois même interminable. Elle sait très bien que le taux d'observance n'est pas élevé et elle aimerait pourtant voir grimper ce pourcentage. Elle est très consciente de cette haine qui s'abat sur l'hormonaux, de l'angoisse des patientes, des effets secondaires invalidants pour certaines, du ras-le-bol général thérapeutique après 6, 9, 12 mois de traitement lourd. Mais pour moi, Daphné est un pas plus loin et elle a beaucoup à nous apprendre. Daphné, de par sa grande intelligence, et plus important encore, sa grande intelligence de cœur, nous apporte toute cette douceur et cette souplesse dont nous avons tant besoin. Je vous invite à vous imprégner de ce nouveau regard sur l'hormonothérapie. Coucou Daphné. Bonjour Delphine. Alors je tenais à te dire que tu étais ma première invitée en présentiel. D'ailleurs je me demande si ce mot existait avant le Covid. Et je tenais absolument à allumer quelques bougies pour créer un petit cocon et puis célébrer cette rencontre en vrai. Tout a été tellement virtuel depuis 1 an que je trouve qu'on apprécie davantage les rencontres en présentiel. J'aime pas tellement ce mot, les rencontres en vrai. Alors pour commencer, je vais te demander de te présenter en donnant ton âge, l'âge et le prénom de tes enfants, ta profession. Et ce serait vraiment super si tu nous expliquais pourquoi tu avais décidé de faire ce métier. Eh bien alors moi je vais juste aussi faire une petite mini-introduction, c'est que c'est mon premier podcast. Génial. Et tu as tout à fait raison, ce mot présentiel dans mon métier est un peu particulier parce que on a essayé de faire du non-présentiel pendant la période l'année passée, mais ça n'a pas marché. Et donc on est content aujourd'hui de faire du présentiel, si on peut dire, en consultation. Et donc si je me présente, je m'appelle Daphné, j'ai 39 ans, 40 ans cette année, je suis oncologue à l'Institut Bordet, j'ai 2 enfants. Cléo, qui a 9 ans, Igor, qui a 8 ans, qui est un petit peu particulier. Et je m'occupe principalement de femmes quand même à Bordet. C'est principalement cancer du sein ou... Oui, alors je dis ça pour peut-être introduire la suite, mais oui, c'est vrai que je pense que dans ma patientèle, j'ai énormément de femmes. Oui. Cancer du sein et autres. Okay. Et autres. Et alors j'ai évidemment quelques hommes, mais c'est vrai que voilà, si on parle de femme à femme, et donc oui, j'ai quand même principalement des femmes. Pourquoi l'oncologie ? Ça a été une question que je me suis longtemps posée moi-même, parce que c'est pas quand même un choix très simple. Mais en fait, j'y trouve énormément d'humain et surtout
c'est une relation où il y a beaucoup de reconnaissance, en fait. C'est un peu particulier de parler de ça, mais j'y trouve, moi, en fait, dans la relation avec les patients, énormément de choses qui me comblent. Alors, c'est la guérison ou c'est... Je pense que... Bon, alors, je vais un peu ouvrir mon cœur, c'est un peu particulier, mais je pense qu'il y a un côté de se rendre utile qui moi, voilà, dans ma personnalité, dans mon évolution, mes blessures d'enfance, j'en sais rien, mais me rendre utile me comble, en fait. Et dans voilà, le métier de médecin et d'oncologue, ben, voilà, on se rend utile et on touche, c'est une relation, même dans le choix de l'oncologie, parce que la médecine, c'est un choix que j'ai fait déjà très jeune, mais l'oncologie, c'est pas la dermato, quoi. On a une relation avec son oncologue. Ah oui, c'est pas la chirurgie non plus. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est hyper humain. Oui. Et quand est-ce que tu as décidé pendant ton parcours d'études? J'ai commencé la médecine pour faire Médecins sans frontières, donc c'était vraiment mon rêve. Donc j'ai lu des livres quand j'avais 12 ans qui racontaient l'histoire d'un photographe et d'un médecin et d'une photographe, et elle l'accompagne dans toutes ses missions. Et alors c'était l'époque de Sarajevo, la guerre à Sarajevo, en Éthiopie, la famine en Éthiopie, il y avait plein. Et donc j'ai vraiment commencé la médecine pour faire ça. J'ai fini la médecine, j'ai fait Médecins sans frontières. Donc j'ai fait j'ai fait une petite formation à Anvers de médecine tropicale, puis je suis partie avec Médecins sans frontières. Et donc voilà, j'ai fait ça, et puis ma mission a malheureusement capoté pour mille et une raisons. Et donc après 6 mois, je suis rentrée à Bruxelles et je me suis retrouvée à me dire qu'est-ce que je fais. Donc j'ai pris une filière très générale qui est la médecine interne. Je savais que je voulais pas faire la chirurgie. Et je me suis dit, je commence la médecine interne dans l'idée de repartir. Fausse idée, parce qu'une fois qu'on s'installe à Bruxelles à 24 ans, voilà, je me suis vite installée. Et j'ai fait une première année tout à fait par hasard, voilà, les aléas de la vie à Bordeaux. Et en fait, j'ai retrouvé dans la relation que j'avais avec les patients de Bordeaux, ce côté, voilà, comme avec Médecins sans frontières, où on se sent très utile, en fait. Et voilà. Et t'étais en oncologie à Bordeaux. Oui, première année de médecine interne. Pour tous nos amis français qui nous écoutent, en fait, la spécialité de Bordeaux. Ah oui. Voilà. Donc c'est un centre, pour les Français, c'est un centre un peu équivalent à l'Institut Curie. C'est-à-dire que c'est équivalent, peut-être je m'avance en termes de renommée, je ne sais pas très bien, mais c'est un centre qui fait que du cancer. Donc c'est le seul centre en Belgique où c'est un hôpital où on ne traite que du cancer. On ne traite pas autre chose, il n'y a pas d'autres services que des services de cancérologie. Donc c'est chouette de savoir d'où ça vient. Donc tout de suite, tu t'es dit, ça c'est pour moi. Oui. Et cancer des femmes, pas cancer des enfants. Voilà. Oui. Non, ça va un peu trop loin dans l'impact personnel. Oui. Les enfants, ça, je pense que voilà. Alors, je crois que tu as envie de nous parler d'hormonothérapie aujourd'hui. Mais nous, on s'est rencontrés. Alors nous, on s'est rencontrés. J'étais encore en pleine chimio et j'étais tétanisée par l'hormonothérapie. Et bon, j'avais que des médecins hommes. Et je voulais absolument parler à une femme pour comprendre cette hormonothérapie. Et puis on s'est vu au gala de Big Against Breast Cancer, qui est donc l'œuvre que je soutiens. Et puis je suis venue te voir et ça me faisait tellement du bien de parler à une femme d'hormonothérapie et d'avoir un regard féminin. Parce que il y a rien à faire, c'est vraiment il y a une haine mondiale une haine mondiale qui s'abat sur l'hormonothérapie. Parfois je me dis mais est-ce que c'est même justifié donc voilà, ça m'a fait vraiment du bien. J'avais des explications qui étaient tellement différentes de celles de mon oncologue. Féminine, une femme. Et alors je suis ravie de mon oncologue, mais je trouvais que c'était vraiment extraordinaire d'avoir l'avis d'une femme sur ce fameux traitement qu'on doit prendre pendant 5, 10 ans. Et voilà. Et en plus de comprendre aussi toutes les différentes hormonothérapies. Et ça aussi, tu m'as bien expliqué. Donc, avec une certaine flexibilité aussi, que j'avais pas tout à fait bien compris. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très agréable, en fait. Oui, j'avoue que ça me touche quand je t'entends, même maintenant, autour de la table. Parce que c'est vraiment, je sais pas si je peux dire un petit combat. Je sais que les patientes ont tellement de combats quand elles font face à la maladie. Mais ce combat-là, depuis quelques années, il me touche vraiment beaucoup. Et je pense que c'est entre autres parce que je suis une femme, que j'ai au niveau personnel,
des cycles compliqués. J'adore, j'ai fait des formations pour mieux comprendre mon cycle, pour mieux comprendre les humeurs qui vont avec les choses positives de certaines périodes du cycle, les choses plus compliquées. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, au niveau personnel, m'intéresse beaucoup. Et alors, quand j'ai été confrontée, donc depuis, en faisant de plus en plus de cancer du sein, à devoir ménopauser en fait des jeunes femmes pour leur traitement, à devoir, on utilise un terme horrible en médecine, on dit castrer. Oui, castration. Oui. D'ailleurs, on utilise la castration chimique ou la castration chirurgicale qui est irréversible, qui est le fait d'enlever ses ovaires. Et je trouve, j'ai vraiment découvert en fait le désarroi de ces femmes qu'on ménopause brutalement, et ça m'a fait prendre conscience donc en fait de l'immensité de l'impact hormonal, en fait, de cet environnement hormonal qui, nous les femmes, je pense que c'est quelque chose, je vais peut-être être un peu ultra féministe, mais que les hommes vraiment ne comprennent pas. Voilà, c'est quelque chose qu'un homme, de par son vécu, il fait face à plein d'autres combats à lui, mais dans son vécu, je pense qu'on ne cerne pas le pouvoir et l'impact de ces hormones sur notre humeur, sur notre qualité de vie, sur notre corps et voilà. Et l'importance de ces hormones aussi, quoi. Oui. L'impact et l'importance. Donc sur la qualité de vie, l'importance, qualité de vie psychologique, morale et physique. Et c'est vrai que ces femmes, au début, c'est vrai que, moi j'ai fait ma formation avec des oncologues hommes et femmes, heureusement. J'ai eu une magnifique chef de service, Madame Picard. Et donc, heureusement. Mais c'est vrai que, les femmes arrivent avec avec cette hormonothérapie, donc cette ménopause brutale qu'on n'explique pas toujours, en fait, surtout chez les jeunes femmes. Et si tu me permets de parler de toi, jeune femme de ton âge qui n'est pas du tout ménopausée et qui du jour au lendemain par la chimio va être ménopausée, ou peut-être il y a même de femmes dans d'autres cancers qui sont ménopausées à cause de la chimiothérapie. Oui, ça c'est important de le dire aussi, de le mentionner en fait pour celles qui nous écoutent, il y a aussi la chimio qui peut provoquer une ménopause. Tout à fait, une ménopause précoce. Dans certains cancers, on peut donner des hormonothérapies de substitution pour remplacer cet ovaire qui a été abîmé par la chimio et qui ne fonctionne plus. Dans le cancer du sein, on va aller à l'inverse. On va surtout pas donner d'hormonothérapie de substitution mais au contraire, on va encore accentuer cette ménopause. Exactement, avec une hormonothérapie. Et c'est vrai que quand on est c'est la relation, dès qu'on parle d'hormonaux, en fait, dans le combat du cancer du sein, c'est vrai qu'on revient sur ce cancer-là, mais et même, en fait, peut-être dans les autres, il y a d'abord faire face à la diagnostic terrible, et puis cette chimiothérapie qui est quand même lourde, et puis la chirurgie, enfin, il y a vraiment tous ces combats, et puis après, il y a dans la croyance populaire, l'idée qu'après tout ça, c'est fini, quoi. Après, tu prends une petite pilule comme ça tous les jours. Je pense que beaucoup d'oncologues encore aujourd'hui, vous allez prendre votre hormonothérapie, c'est une pilule une fois par jour, mais on a l'impression que le gros est fait, quoi. Et en fait, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. En fait, le gros effet, c'est vrai, mais c'était une période assez courte. C'était la période où on est très, très entouré, où on a une poussée d'adrénaline. On est des guerrières, comme tu dis. La patiente se bat, mais elle est très entourée. Si elle a de la chimio, elle perd ses cheveux. Donc, il y a un côté, la société reconnaît qu'elle est malade. Et donc elle mérite, tout plein d'amour, elle est choyée, on fait attention, on propose plein d'aides et tout. Et puis, une fois que la chimio est finie, les cheveux repoussent, l'entourage se fatigue un petit peu. Non, c'est pas que ça se fatigue, mais l'entourage, a donné beaucoup, et donc lui aussi, il faut reprendre. Et puis, il est là pour soutenir, donc il veut qu'on reprenne une vie normale, et la patiente. Et puis, il y a l'hormonothérapie, quoi. Et puis, il y a, je pense, je parle d'un sujet auquel je ne suis pas confrontée, mais et tout son environnement hormonal a changé, et donc les humeurs, le physique, toutes ces plaintes très différentes d'une femme à l'autre, en fait. Effectivement, très différentes d'une femme à l'autre, et toutes nos expériences sont toutes tellement différentes, aussi bien physiques que psychiques par rapport à ce médicament, et c'est vrai qu'on rêverait toutes d'une pilule magique pour effacer tous les effets secondaires, et puis aussi toute cette préoccupation par rapport à cet hormonaux, tous ces questionnements, si les effets secondaires sont assez pénibles, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, quels sont mes risques, donc c'est vraiment un sujet complexe pour vous les oncologues, pour nous les patientes, ce fameux taux d'observance,
que vous aimeriez voir très haut. Et c'est complexe. Voilà, dans ce cadre-là, je voulais que tu nous racontes comment tu abordes le sujet de l'hormonothérapie avec des patientes qui sont peut-être déjà très anxieuses à la base parce qu'elles ont lu énormément de témoignages négatifs, par exemple, ou des patientes plus jeunes, des patientes que tu dois ménopauser très jeunes. Voilà, comment est-ce que tu abordes ce sujet de l'hormonothérapie, voilà, quand la situation est peut-être un peu plus délicate? D'abord, moi, j'ai remarqué que il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que les patientes arrivent et elles ont, voilà, la force des réseaux sociaux et de tout ça, c'est tout le monde a beaucoup lu, et puis on s'est fait entourer d'autres patientes, et donc il y a vraiment aussi une aura de cette hormonothérapie positive et négative, mais surtout négative. Et donc, je pense que la première chose à dire, c'est de rassurer dans l'idée que on va tout faire pour. Il y a pas beaucoup J'aime pas mettre des règles très strictes dès le début, il faut la prendre tous les jours, c'est comme ça et c'est celle-là. J'aime bien l'idée de dire, voilà, on va commencer un changement hormonal. Parfois, je commence pas tout de suite. On peut laisser quelques semaines le temps que la patiente se fasse à la ménopause pour, en fait, il faut se rendre compte que si on parle des jeunes femmes, elles ont été ménopausées brutalement par la chimiothérapie. Et donc, il y a un nouvel état hormonal qu'il faut apprivoiser. Et si on met tout de suite l'hormonothérapie dans ce nouvel état-là et qu'on prévient pas du changement, alors très vite, il y a peut-être une tendance, la patiente va mal supporter les choses et en fait sa ménopause, et elle va tout jeter. L'hormonothérapie, en pensant que c'est à cause de l'hormono qu'elle se sent pas bien. En fait, c'est la ménopause. Il y a beaucoup lié à la ménopause dans les symptômes. Et puis, je parle des jeunes femmes, mais tu prends une femme de 55 ans qui ou de 60 qui simplement avait un substitut hormonal pour mieux gérer sa ménopause et qui, du jour au lendemain, a dû arrêter ce substitut hormonal, être définitivement ménopausée. Ouais. C'est la même chose aussi. C'est aussi une ménopause brutale. Et donc, l'idée, c'est d'abord d'essayer, lors d'une consultation, de faire comprendre à la patiente que ça doit devenir son meilleur ami. Et que, voilà, je te l'ai dit, je pense, et ça doit devenir son meilleur ami et surtout son allié. Parce que si on comprend que c'est la clé de voûte du traitement, il faut vraiment prendre cette petite pilule chaque matin en se disant, bon, en fait, tu me sauves la vie, quoi. Alors, je dis ça vraiment sans être dans le cas, et je pense que évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est déjà un premier pas, c'est d'essayer de trouver cette manière de voir les choses, voilà, ça sauve la vie. Mais je pense qu'il faut être très à l'écoute des symptômes parce que je pense qu'il y a une différence en termes de vie. Ce changement hormonal change beaucoup de choses, mais c'est pas pour ça que la vie est moins chouette. Enfin, je dis souvent, toutes les femmes ménopausées ne sont pas grosses, déprimées. Et donc, je pense qu'on peut vraiment, avec le dialogue, et surtout, on peut chercher des choses. Moi, j'aime bien essayer d'être innovante et d'essayer de chercher que ce soit des supports homéopathiques, que ce soit des supports, plein de supports autres qui permettent d'améliorer la qualité de vie. Ça, c'était une de mes questions, quoi. Donc, l'homéopathie, phytothérapie. Oui, on parle de le sport, ça c'est. On le dit, on le redit, mais c'est vraiment important. Oui. Hein, et j'ai encore eu une amie gynécologue hier qui s'occupe de toutes les femmes ménopausées, pas du tout dans le cadre du cancer, et qui me dit, à la ménopause, j'encourage vraiment les femmes à continuer à faire du sport, bouger. Alors c'est pas sport spécialement dans une salle transpirante 6 fois par semaine, mais bouger, quoi, que ce soit pour la santé osseuse, cardiovasculaire, une femme ménopausée, même en dehors de toute histoire de cancer, l'activité sportive, ça fait un peu bête parce qu'on le dit beaucoup, mais en fait, si on comprend pas l'impact que ça a un vrai impact, un réel impact. Donc oui. Et voir cette hormono comme une amie est tout un travail personnel, et j'ai l'impression qu'elle est pas souvent présentée comme ça sur la toile et par les oncologues. Alors, les réseaux sociaux et Internet, c'est absolument fantastique, mais malheureusement, c'est quand même souvent les témoignages négatifs qu'on trouve. Et je comprends, les femmes pour qui ça se passe super bien vont pas aller se balader sur des forums et commencer à écrire que tout se passe bien. C'est évidemment celles qui sont sur les forums, c'est celles qui, malheureusement, ont des choses à écrire et cherchent des réponses. Donc, et souvent des choses négatives. Alors, j'ai vraiment envie de passer du temps
pour réfléchir à d'éventuelles vidéos ou un espace sur la plateforme avec beaucoup de documentation sur l'hormonothérapie et des témoignages positifs, parce que ça se passe bien et ça se passe parfois vraiment bien pour des femmes, mais on n'entend pas souvent et on n'a pas trop envie de l'entendre aussi, en fait, quand on est angoissé et tétanisé par cet hormono. Et honnêtement, je dois reconnaître que moi, c'était pendant ma chimio, mais c'était terrible. J'étais vraiment angoissée à l'idée de cet hormono, tétanisée parfois. J'ai écrit dans mon livre, j'ai écrit des blogs à propos de mon angoisse de l'hormono, alors que j'étais à 3-4 mois avant de la prendre. Donc voilà, c'est complexe. Alors effectivement, ça se passe bien pour moi. J'ai peu d'effets secondaires. Voilà, je dors moins bien. Oui, j'ai quelques petits effets secondaires. Alors j'essaye de les mettre sur la chimio, sur le dos de la chimio qui est pas si loin finalement, et sur les opérations en cascade, les opérations de reconstruction. Donc voilà, la fatigue, je me dis voilà, c'est peut-être les opérations. Voilà, et je prends aussi un grand traitement de phytothérapie qui, je pense, contrecarre pas mal d'effets secondaires. Mais comme tu dis, Daphné, ce regard sur l'hormono est vraiment important et ça m'aide énormément de t'entendre aujourd'hui. J'espère que ça aidera de nombreuses femmes. Alors, je ne sais pas si je suis censée parler de mes petits jours de congé, une espèce de petite stratégie à 2 balles que j'ai mis en place, mais parfois, voilà, je me prends un petit jour de congé d'hormonothérapie. C'est souvent le samedi. Et voilà, je décide simplement de pas la prendre. Ça me donne une espèce de sensation comment est-ce que je dirais, c'est pas de contrôle de la maladie ou contrôle d'absence de récidive. C'est pas vraiment ça. En fait, ça me donne une sensation de flexibilité, de souplesse, et ça change un peu ma perception. Je la vois moins comme une ennemie, et je me dis voilà, je sais pas, ça m'amène une espèce de flexibilité. Et puis si bien que samedi dernier, en fait, je me suis dit j'ai pas besoin de prendre congé, je vais quand même la prendre. Et donc je sais pas, je pense que ça a fait un petit déclic dans ma tête. Comme si on était plus des alliés, et voilà, j'ai pas pris mon petit jour de congé samedi dernier, et puis voilà, c'est peut-être une petite stratégie à dessous, mais elle me fait du bien. Alors voilà, je sais pas si c'est 100% recommandé par les oncologues, mais je pense pas qu'un jour de congé de temps en temps fasse beaucoup de tort, et voilà, donc si ça peut aider pour l'observance, alors Daphné, j'aimerais bien que tu nous racontes des cas de femmes qui étaient très résistantes, très anxieuses, et comment est-ce que tu as pu les aider ? Je voulais peut-être juste rebondir sur le contexte dans lequel on prescrit l'hormono, parce qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. Bon, dans l'hormonothérapie, tu as parlé heureusement de chez toi de l'énorme chance entre guillemets que tu as d'avoir pas eu trop de symptômes physiques. Moi, ce que je ressens aussi beaucoup chez les patientes, c'est la dépression, en fait, la détresse psychologique qu'on attribue beaucoup à l'hormono. Et ça, je pense qu'il y a un éclairage à avoir. Il y a un énorme pourcentage, je vais pas m'avancer dans les chiffres parce que je les ai oubliés, mais un pourcentage très important de dépression réactionnelle dans les 6 mois aux 6 ans qui suivent la fin des traitements. La fin de traitement, rayon et tout ça, oui. Okay. Donc en fait, c'est un peu ce que je disais au début. Il y a énormément de soutien d'adrénaline les 6 premiers mois, je dis au hasard 6-9 premiers mois. Et puis la dépression post-traitement est vraiment sous-estimée. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte parce que ça, sans doute qu'il y a un mélange avec l'hormonothérapie. Voilà. En fait, je pense que la dépression réactionnelle est sous-estimée. Et il y a une étude canadienne au Canada, ils sont quand même très forts sur la santé mentale. Et voilà, je pense qu'il faut prendre en considération cet état dépressif, c'est pas un mot qu'on aime bien, mais cet état fragile, en fait, cet état fragile post-fin de traitement dans lequel on commence l'hormono. Et si on explique déjà ça bien aux patientes, je pense on peut essayer de faire la part des choses. Ah mais oui, parce que je peux me faire aider pour ma dépression réactionnelle, c'est comme ça, c'est tellement légitime, c'est légitime. Et à la fois, je prends mon hormono, mais ça c'est autre chose. Mais donc on peut aussi essayer de se rendre compte que
Et je vois nous, par exemple, même moi, je veux dire nous, moi qui ai 39 ans, pas confrontée au cancer, qui ai des cycles normaux, eh bien, parfois, ça va pas du tout. Et je me dis, ah, mais oui, c'est parce que je suis dans ma mauvaise phase de cycle, tu vois. Et je sais que, et du coup, comme je sais que c'est à cause de ça, mais ça me... tu l'acceptes mieux. Voilà, je l'accepte beaucoup mieux. Alors, la dépression, elle vient pas le lendemain du diagnostic. Elle vient, en fait, à la fin des traitements. Oui, des traitements c'est ce que le fameux victime a posteriori, quoi, de se dire waouh, on se retourne et tout à fait. Et voilà. Mais ça, je trouve, c'est vraiment intéressant en fait, de faire la part des choses et d'expliquer à la patiente, ben voilà, il y aura, si elle est un peu en dépression, ou peut-être de différer un petit peu de. Oui. Voilà. Pour se rendre compte qu'il y a un état sans hormonaux qui est là. Oui. Et puis souvent, c'est ce que je fais parfois, c'est que on essaye de faire quelques semaines sans hormonaux, juste à la fin des traitements, et puis que la patiente se rende bien compte de l'état dans lequel elle est, fragile sur le plan psychologique ou pas, hein, ça chacune a sa manière de réagir. Et puis dans un contexte où on est bien clair de l'état zéro, on commence une hormono et on voit ce qui change. Et donc, éventuellement, tu donnes peut-être un petit antidépresseur ou quelque chose pour aider tout à fait. Avant de démarrer. Soit moi, soit elle a été voir, elle me propose, tiens, je prends ça, ou parfois, oui, si je vois que j'encourage à voir un psychologue, le médecin traitant, un psychiatre au cas où. Et alors, ce que je trouve important quand tu me disais qu'est-ce qu'on dit au début, c'est d'autoriser une certaine liberté. Et parfois, je trouve, alors je parle vraiment à titre purement personnel et peut-être pas très professionnel, mais parfois je trouve que on est un peu sévère. Avec la femme qui sort de tout ça, c'est un comprimé par jour et c'est tel hormono et c'est comme ça. Et on ne laisse pas. Et j'aime bien l'idée de proposer. Masculin, ça, en fait. J'aime bien l'idée de proposer aux femmes de dire on va essayer. Et moi, je sais pas, c'est comme ça que je l'expose et j'espère que ça les rassure de dire on va essayer. J'en ai plusieurs différentes. On va essayer de trouver celle qui vous convient le mieux. La manière de le prendre qui est le mieux. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce qu'on doit couper le comprimé en deux? Alors, c'est vrai, pourquoi pas faire une petite pause? Alors, c'est quelque chose que moi, à titre, en tant que professionnelle, je peux pas dire. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Mais pourquoi pas, en fait? Chacune peut trouver, il faut qu'on trouve ensemble, et c'est important ensemble, celle qui va devenir votre meilleure amie, quoi. Et parce qu'il faut que ça vous accompagne 5 à 10 ans. Hein. Parfois, moi, on me propose 10 ans d'hormonaux. Et j'adore toute cette souplesse que tu mets autour. Tu vois, c'est quand même... C'est pas masculin, ça. C'est pas du tout masculin. Cette souplesse, on peut peut-être commencer dans 2 semaines. On peut peut-être essayer d'arrêter une semaine pour voir. Je trouve que ça la rend nettement plus sympathique, en fait, cette hormono, quoi. Oui. Donc, voilà. Je pense. Oui. Oui, et je pense vraiment que ça a été tellement dur pendant 6 mois. Vous toutes, vous avez dû tellement faire preuve les jours de chimio, on les change pas, hein, les prises de sang, on les change pas, les heures de tout ça, le moment de la chirurgie, on a le choix de rien, quoi. Et puis tout d'un coup, de nouveau, tac. Et je me dis, si on peut, vous mettre beaucoup plus au centre de votre traitement, et c'est vous qui décidez si vous la prenez à 8h du matin ou à 10h, mais essayez de trouver le moment, même quand vous commencez, en fait. Et je pense que j'ai l'impression, il y a tellement une mauvaise compliance de l'hormono que je pense plus important d'être plus souple et d'avoir une compliance sur le long terme que d'être hyper radical et sans souplesse, et qu'en fait, après 2 mois, la patiente ne prenne plus son hormono et n'ose pas le dire à son oncologue parce qu'en fait, c'est trop compliqué, ça devient trop dur. Et donc, mais c'est super important ce que tu viens de dire. C'est presque... Voilà, c'est ça. Compliance, tu dis observance. Oui, observance, voilà. Oui. Mais c'est extraordinaire. C'est ça qu'il faudrait vraiment dire et redire. Et alors bon, il y en a réellement qui ont des gros soucis. Oui. Est-ce que qui ont des gros effets secondaires? Il y a des vrais effets secondaires à l'hormono. Ça, je pense qu'on peut vraiment pas. Je veux bien être hyper positive et je veux bien être tout ce que tu veux, mais il y a des vrais effets secondaires. Et certaines hormonos qui sont plus dures, que d'autres. Il y a des vraies douleurs articulaires, il y a des vraies bouffées de chaleur invalidantes. Non, il y a des vrais effets physiques, et on a pour ça, des vrais compléments qu'on peut essayer. Je pense que tout ça devient de plus en plus connu, les compléments qui fonctionnent bien. Moi, j'aime bien quand les patientes me disent « Ah, moi, j'ai pris tel complément, ça marche super bien pour les douleurs articulaires, du coup, je note tel... » Mais je pense aussi qu'il y a peut-être
si on peut peut-être le moment d'aborder la partie plus cachée, qui est de la vie intime. Voilà, ça, on en parle vraiment très peu, pour ne pas dire jamais. C'est la société actuelle, c'est un peu tabou, c'est compliqué. Il y a eu la perte de cheveux, la mutilation au niveau du sein, plein de choses. Et alors après, tout ce qui est accompagné de la ménopause, je pense la sécheresse vaginale, la perte de libido, ça n'arrive pas toujours, pour celles qui ne nous entendent pas toujours, mais et ça, je trouve que c'est un vrai... Les fuites urinaires, tout à fait. Et ça, je trouve qu'il y a moyen de faire des choses. Je pense que ça, on en parle moins que les compléments alimentaires pour les douleurs articulaires ou les bouffées de chaleur. On parle moins de tout ça, et là, il y a quelque chose à faire, oui. Alors, on recevra sur le podcast une femme française qui se bat pour que le Mona Lisa, donc ce fameux laser, soit remboursé en France. Mais je trouverais ça vraiment super qu'il y ait plus d'informations, parce que je pense qu'il y a énormément de femmes qui sont complètement en détresse et elles osent pas dire. Et dans ce contexte-là, moi je lisais un article d'un professeur flamand qui s'occupe vraiment des problèmes génito-urinaires post-ménopause en général, décrit sécheresse vaginale, mais je pense qu'il y a une description qui peuvent être beaucoup plus, enfin, les lames de rasoir, quoi. Ça, je pense que ça peut vraiment être extrêmement désagréable. Et là, moi, personnellement, c'est pas ma spécialité, donc c'est chouette de travailler avec des gynécologues ouverts et dédiés, et qui vont vraiment soutenir la patiente dans l'idée de trouver un confort, de retrouver un confort vaginal. Et ça peut passer jusqu'à une petite dose minime peut-être d'hormones locales, mais bon, il faut récupérer une qualité de vie, quoi. Tu vois, moi je donne un traitement préventif, mais si c'est pour ne plus avoir de vie du tout, c'est compliqué, quoi. Je suis moi-même un peu... Ça me dérange, en fait, de me dire que que ma patiente a l'air d'avoir la vie gâchée, et qu'on va proposer ça pendant 5 à 10 ans, mais quel prix pour... Voilà, c'est difficile. Mais j'avais été très marquée quand tu m'avais dit, il y a 2 semaines, je prescris ce médicament, et je me dis, mais est-ce que je vais gâcher la vie de cette femme? Donc je me dis, ça doit être un dilemme permanent. Alors, comment tu réagis quand la femme vient et dit... j'arrête. Est-ce que tu as, est-ce que tu sens une certaine anxiété? Comment tu te ressens à l'intérieur? Quel est ton petit voyage intérieur quand une femme dit, j'arrête? Après, il y a différents types de cancers qui étaient peut-être plus agressifs aussi, mais, s'il y a une femme a eu un cancer plus agressif, avec invasion, des ganglions et tout ça, comment est-ce que toi tu le vis en tant qu'oncologue et en tant que femme? Alors souvent, je sais pas si je peux faire le parallèle, c'est un peu comme quand une femme quitte son mari. Si elle arrive et qu'elle me dit, qu'elle s'assied en me disant « j'ai pris la décision, j'arrête », tu vois, je sais que elle a déjà été loin dans son processus, dans sa réflexion, et je pense que mon premier rôle, c'est vraiment de rester oncologue, et donc du coup, j'aime, en effet, il y a des femmes pour lesquelles c'est vraiment plus risqué que d'autres. Ça c'est évident. On a ce qu'on appelle en médecine des facteurs de risque. Il y en a pour lesquels les facteurs de risque sont vraiment très importants. Et là, je dois rester fidèle à mon métier et à la science que je connais. Et donc, oui, alors si c'est le cas, on va bien réfléchir, on va faire une pause, on va prescrire peut-être un antidépresseur. Enfin, vraiment, on va faire une pause, et on va essayer de recommencer. Mais comme je te dis, souvent, elles ont déjà pris leur décision, et c'est illusoire. Mais j'aime bien alors, je pense que je préfère l'idée d'accompagner, même dans l'arrêt de l'hormono, que d'être culpabilisante. Mais bon, c'est vrai que si je pense vraiment que c'est un non-sens d'arrêter, je vais encore essayer de trouver, essayer de trouver des solutions, des moyens, même de couper en deux, même de changer d'hormono. Enfin voilà. Mais quand on en arrive là, souvent, on a eu des consultations avant pour essayer de trouver quelque chose. C'est rare qu'on n'ait rien essayé. Donc, donc c'est le fruit d'une réflexion. Et alors, si c'est le cas, moi je pense que, vraiment, si c'est le cas, on peut aller vers des médecines complémentaires. Et alors, parce que quitte à arrêter l'hormono, alors il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose, oui. Je ne sais pas quoi. Mais je pense qu'alors il faut essayer ne fût-ce que pour
rassurer aussi la patiente, bien se rendre compte que non, ça ne remplacera jamais l'efficacité d'une hormonothérapie, jamais, parce que l'hormonothérapie reste le traitement qui a été prouvé efficace pour guérir et pour éviter prévenir la récidive et donc à long terme guérir. Mais c'est un terme en médecine et dans le cancer du sein qu'on n'aime pas utiliser malheureusement. Mais donc oui, ça reste ce traitement-là. Mais si jamais on ne l'utilise pas, alors peut-être oui. Il faut que la patiente trouve des ressources en elle pour se sentir quand même encore accompagnée et pas... Et moi, j'ai entendu dans le groupe de soutien que certaines femmes disaient que les oncologues les abandonnaient si elles arrêtaient l'hormonothérapie. Donc je me disais, ça c'est quand même dur, quoi. Est-ce que l'oncologue n'a pas envie de prendre la responsabilité de se dire, oh là là, mais si elle a une récidive, moi j'avais dit de prendre l'hormono, c'est compliqué, hein? Oui. Alors je vais quand même témoigner aussi. Moi, j'ai des jeunes femmes qui ont arrêté en toute connaissance de cause et puis qui récidivent. Et c'est vrai que alors comment il y a une partie tu de nous, accueilles voilà exactement. Et c'est surtout pas la culpabilité. Vraiment, on n'en reparlera même pas, quoi. C'est un non-sujet. Tu vois. On mentionnera même plus. On ne mentionnera même plus. Enfin, je veux dire, on va accompagner, reprendre un traitement, faire ce qu'il faut pour. Mais c'est de elle à elle, tu vois, elles savent suffisamment qu'elles vont se le dire d'office et parfois elles l'auraient même prise et ça n'aurait rien changé, tu vois ce que je veux dire, sans vouloir être pessimiste, parce que ça protège pas à 100% mais voilà, non plus, il y a de tout, donc voilà. Ça, je suis trop contente, enfin ça m'arrive même de le dire, vous savez, même si vous l'aviez pris, ça n'aurait peut-être rien changé. C'est formidable. Parce qu'on ne retournera plus en arrière, c'est fini, tu vois, donc on va pas changer le passé. Donc, mais ça, je pense que les patientes ont envie d'entendre ça parce que j'imagine que la culpabilité est déjà tellement énorme. Oui. J'ai pas pris mon hormono et bam, j'ai une récidive. De dire, si vous l'aviez pris, ce serait peut-être arrivé aussi. C'est magnifique, quoi. Pour toutes celles qui la prennent, c'est mieux. Hein, et a priori, ça diminue drastiquement. Ça reste la clé de voûte du traitement de tous les cancers hormonosensibles. C'est l'hormonothérapie, même avant la chimio. Oui, alors est-ce que tu peux nous expliquer, les 5 ans, les 10 ans, sans pour autant rentrer vraiment dans des considérations hyper scientifiques, et aussi peut-être quelle est aussi la réaction de la femme qui après 5 ans arrête, après 10 ans arrête. Moi, je peux concevoir, je ressens à l'intérieur de moi que le jour où j'arrêterai, je me dirai, mais est-ce que je suis encore protégée? Donc, quand même, une certaine anxiété d'arrêter aussi. Oui. Quand les femmes tolèrent bien comme toi, elles poursuivent parfois. Ah, en plus? Oui, parfois, ça arrive. Mais je vais continuer mon hormono toute ma vie. Ça arrive qu'elles poursuivent. Alors, souvent, un petit peu, peut-être 1 ou 2 ans encore, pour avoir ce sentiment, comme tu dis, d'être encore protégée. Et puis, un moment, la vie normale reprend complètement le dessus et cette peur... diminue, je sais pas si je peux dire disparaît, j'espère, mais cette peur de la récidive diminue et disparaît, et donc elles arrêtent, voilà. Mais c'est vrai que quand on tolère bien son hormono, c'est vrai que l'arrêt est une étape. C'était vraiment important pour moi, Daphné, de t'accueillir sur ce podcast pour parler de cette fameuse hormono, ce fameux taux d'observance qui est vraiment votre cheval de bataille. En tout cas, merci de nous avoir partagé ton approche que je trouve très douce, très souple, très rassurante aussi. Et je trouve que ça fait vraiment du bien à entendre. Alors, Daphné, est-ce que tu as encore des petites choses à partager avec nous peut-être encore par rapport à cet hormono, par rapport à ton métier ou certaines difficultés rencontrées? Non, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire par rapport à l'hormonothérapie. Donc voilà, ça reste, tu me mets sur un sujet qui me titille depuis quelques années parce que j'ai vraiment envie de développer une consultation de compliance ou d'observance d'hormonothérapie multidisciplinaire avec des gynécologues aussi qui osent un peu, parce que dès qu'on parle de cancer, on est effrayé de cancer du sein et d'hormonothérapie, on est effrayé de tout, et je pense qu'on peut trouver vraiment plein de choses
même parfois avec un tout petit peu d'hormones locales, tu vois, mais si ça change tellement ta qualité de vie. Mais il y a pas mal de divergences aussi. Il y a des gens oui. qui prescrivent un petit peu d'hormones locales, et il y en a qui n'aiment pas. Oui, alors c'est très compliqué, hein, donc je vais surtout pas m'avancer sur ce terrain-là, parce que d'abord, c'est pas mon secteur, et deux, je reste dans l'idée que il faut éviter toute hormone. Mais je pense qu'avec l'avenir, on va trouver des moyens de mieux vivre ça. Et puis je trouve que c'est un petit combat au quotidien pour les femmes qui sont confrontées à ça. Et je vous trouve très courageuse. Je vais peut-être parler au niveau personnel de nouveau, mais j'ai assez peur de la ménopause depuis que je me suis j'adore que tu dis. J'ai hyper peur, c'est affreux. J'ai pas peur je suis pas hypocondriaque, j'ai pas peur d'avoir des cancers. J'ai vraiment, mais cette ménopause. J'ai 40 ans cette année et je me dis, je suis, j'ai beaucoup d'empathie parce que je suis stressée, enfin pas stressée, mais j'ai un peu des angoisses de me dire qu'un jour je serai aussi ménopausée. Mais est-ce que c'est pas un peu la déformation? D'abord, je trouve ça divin que tu nous dises ça, parce que voilà, donc en plus t'es encore plus consciente, quoi. Maintenant, est-ce que c'est un peu la déformation professionnelle peut-être, où t'as toutes ces femmes ménopausées. Oui, et en plus, elles sont pas ménopausées, elles sont hyper ménopausées. Oui, elles sont hyper ménopausées. Elles sont ménopausées de manière brutale. Donc, oui, je sais, mais voilà. Reste quand même une petite partie de moi qui a un petit peu peur de cette vie après la ménopause. Oh, t'as encore un petit peu de temps, hein, mais non, je trouverais ça vraiment extraordinaire de faire, des vidéos, enfin déjà d'informer. Bon, après, est-ce qu'on arrivera à effacer tous les commentaires négatifs sur l'hormono, mais c'est de faire circuler aussi des informations positives. Oui. Et un petit mot aussi sur mes collègues masculins, parce que j'ai des collègues masculins, et tu en connais, dont ton oncologue, qui sont énormément d'empathie, énormément d'écoute, et donc je pense que même avec un oncologue masculin, on peut avoir un excellent contact et rapport par rapport à l'hormono, je veux dire. Et donc parce que heureusement, de plus en plus d'hommes ont cette écoute, et puis je pense que plus on sortira du tabou de l'hormono et de cette ménopause et des cycles féminins et de ces hormones qui nous transportent et qui nous, comme les vagues, comme ça, qui nous balancent dans un sens et dans un autre, plus l'oncologue masculin, si on peut parler d'eux comme ça, se rendra compte de ça, et je suis sûre qu'ils sont, ils font de leur mieux, quoi. Et donc, oui, pourquoi pas alors avoir une consultation parallèle, tu sais, de vraiment prise en charge l'oncologue, par exemple masculin, parce que même moi, c'est vraiment même moi dans ma consultation classique d'oncologie, pour parler d'hormono, j'ai pas le temps, quoi. Et on a presque envie d'aller, de créer vraiment une consultation dédiée à l'hormonothérapie à côté, que ce soit avec les infirmières de coordination, que ce soit vraiment à plusieurs, presque pluridisciplinaire, oui. Pour laisser pour que l'oncologue puisse dire, écoutez, peut-être aller voir. Et des petites, parce que moi j'avais été à la conférence donnée par mon gynécologue, une conférence sur l'hormonothérapie, mais d'organiser peut-être des conférences comme ça où les femmes peuvent poser des questions. Oui. Mais en tout cas, merci. Hein. On aura encore l'occasion d'en parler. Hein. On a des petits projets de vidéos et d'informations. Et comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? Je me pose la question si les autres, parce que tu me disais au début que tu voulais que le podcast soit accessible pour hommes et femmes, mais surtout, peut-être ici plus les femmes, mais atteindre peut-être, qui sont confrontées à des diagnostics de cancer tout venant, pas seulement le cancer du sein. Mais je pense que le cancer, quel qu'il soit, touche toujours à la féminité, de par les traitements, de par le combat que c'est aussi. Oui. C'est vraiment de par le combat qu'est cette maladie, en fait. Comme tu dis dans ton blog, des guerrières, quoi. Et donc, quel que soit le cancer au départ. Oui, tous les traitements, parce que la chimio, tous les traitements touchent à la féminité. Tous. La perte de cheveux, tout. Et il y a pas même s'il n'y a pas de mutilation, hein, c'est vraiment. Mais si on veut terminer sur une note positive, je dirais que tout ça, c'est pour parler de vie, en fait. En fait, moi, j'aime
j'aime bien aussi discuter avec mes patientes parce qu'en fait, on parle de vie, tu vois. C'est quand on a des pères d'humeur, des grands des grands hauts et des grands bas, tu vois. C'est en fait, c'est la vie en fait, tu vois. Oui. Et ce combat, c'est la vie aussi en fait. Voilà, c'est un combat de vie. Et donc du coup. Et puis il y a aussi une grande écoute du corps quand on est sous hormonaux parce qu'on se regarde, on voit que, voilà, peut-être que sa peau devient plus sèche, peut-être que, et on sent qu'on a moins de libido, enfin, on sent des choses. Et donc, du coup, en fait, voilà, tout ça, c'est du ressenti, c'est de l'émotion, et donc, voilà. J'espère que ça peut mener à quelque chose sur le mot vie. Positif. C'est fantastique. Merci Daphné, merci 1000 fois. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je tenais absolument à accueillir Daphné pour parler de ce sujet si controversé. Et j'espère du fond du cœur que son regard aura pu vous éclairer et vous faire du bien. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!